250 000 $ pour que Corbin aille à la faculté de droit, annonça ma mère, Daphné, sa voix tranchant clairement le bourdonnement discret et le tintement des couverts en argent du restaurant Grillo de gamme. Elle leva son verre de vin en cristal, les diamants de son poignet captant la lumière ambiante. « Félicitations, mon fils brillant, dit-elle. Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Je restai là, le deuxième fils invisible, fixant mon frère aîné. Corbin afficha son sourire suffisant caractéristique, ajustant les revers de son costume Armani en soie. Il ressemblait à l'image même de la confiance imméritée. La pièce autour de nous semblait vibrer d'une énergie épaisse et suffocante. J'avais désespérément besoin de seulement 3 000 $ pour une mise à niveau de serveur matériel qui pourrait littéralement lancer ma carrière indépendante en cybersécurité. Il lui donnait $250 000 sans sourciller. Mais honnêtement, ce n'était pas seulement le montant d'argent qui avait brisé quelque chose en moi cette nuit-là. C'était l'absence totale d'hésitation, la fierté rayonnant de mes parents pour un gars qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Le coup de grâce fut ce que ma mère me dirait quelques minutes plus tard, une citation qui s'ancrerait à jamais dans mon esprit, « Tu es un investissement sans valeur ». Ce fut le moment exact où le concept de famille mourut pour moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste commencé à planifier, et ce que j'ai fait ensuite, aucun d'entre eux ne l'a vu venir. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette table, il faut comprendre le musée de la douleur, qui fut mon enfance. En grandissant, notre maison avait un système de caste très strict et tacite. Corbin était l'enfant d'or, l'extraverti charismatique destiné à une profession noble et visible. J'étais Bastion, le gars du sous-sol. Mon père, Orson, était un cadre intermédiaire d'entreprise obsédé par les apparences. Si une carrière n'était pas accompagnée d'un titre ronflant, d'un bureau d'angle ou de quelque chose dont il pouvait se vanter au country club, elle n'existait tout simplement pas pour lui. Ma mère mesurait son amour strictement en « j'aime » sur Facebook et en jalousie du voisinage. Quand j'avais 16 ans, j'ai passé 3 nuits blanches à recabler et à sécuriser l'ensemble du réseau interne de mon lycée, après une vilaine attaque de logiciels malveillants. Le journal local y a même consacré un petit article. Je me souviens être entré dans la cuisine, les mains encore couvertes de poussière et de petites entailles dues au dénudage de fils, et avoir posé l'article de journal découpé sur l'îlot de marbre, à côté de la tasse de café de mon père. Il y jeta à peine un coup d'œil. Il but une gorgée de son café noir, tourna la page de son propre journal et dit « Un installateur de câbles ne peut jamais devenir un leader, Bastion. Essaie de te concentrer sur des choses qui comptent vraiment. » Plus tard cette même semaine, Corbin remporta un ruban de finaliste lors d'un tournoi de tennis régional. Ma mère encadra le ruban. Elle organisa un barbecue. J'ai passé cet après-midi-là à sortir les poubelles et à installer le haut-parleur de terrasse. C'était la dynamique. J'étais l'utilitaire silencieux, le bruit de fond. J'existais pour réparer le Wi-Fi, configurer leur nouveau téléphone et rester à l'écart. Mes mains étaient en permanence calleuses à force de taper des lignes de code et de réparer des bails de serveur, un contraste frappant avec les doigts parfaitement manucurés de Corbin. Il étudiait le droit, ou du moins prétendait le faire. Il passait plus de temps aux soirées étudiantes qu'à la bibliothèque, utilisant la carte de crédit platine de mon père comme une baguette magique. De retour au restaurant, le serveur s'approcha de notre table, apportant un plateau de côtes de bœuf et de truffes. L'odeur d'ail rôti et de vin cher était nauséabonde. Mon père tapota l'épaule de Corbin. « La faculté de droit sera un jeu d'enfant pour toi, mon fils. Nous sommes si incroyablement fiers. Tu vas bâtir un véritable héritage. » Je baissai les yeux vers mon assiette. Mes mains reposaient sur la nappe en lin blanc. Je pris une lente et profonde inspiration, sentant le rythme lourd de mon propre cœur. J'avais un contrat de freelance en vue, une opportunité massive de tester la sécurité d'une installation régionale de traitement de l'eau. Mais j'avais besoin de matériel spécialisé, un pare-feu de 3 000 $. C'était la seule façon de mener la simulation correctement. Si je réussissais cela, je pourrais lancer ma propre entreprise. Je me raclai la gorge. Le son me parut fort dans la bulle de leur célébration. « Papa, maman, commençai-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui montait dans mes veines. » Ils me regardèrent tous les deux, leur sourire s'estompant instantanément en des expressions de légère irritation, comme si un serveur les avait interrompus au mauvais moment. « Qu'est-ce qu'il y a, Bastion » demanda mon père en soupirant lourdement.
Ne vois-tu pas que nous célébrons ton frère? Vont-ils même écouter ce que j'ai à dire ensuite? Je regardai le visage impatient de mon père et sentis la piqûre familière du rejet s'installer dans ma poitrine. C'était exactement le même regard qu'il m'avait lancé le jour de ma remise de diplôme universitaire. Tandis que d'autres parents applaudissaient et brandissaient d'énormes découpes en carton des visages de leurs enfants, ma section des gradins était vide, à l'exception de ma tante Vera, et elle n'était venue que parce qu'elle voulait profiter du voyage pour faire du shopping en ville. Quand j'eus enfin traversé la scène pour recevoir mon diplôme en cybersécurité industrielle, il n'y eut aucune ovation de la part de mes parents de sang. Mes parents avaient manqué toute la cérémonie. L'excuse était que Corbin avait un match final très important pour sa ligue de tennis amateur et qu'il ne pouvait tout simplement pas le manquer. Plus tard ce soir-là, tante Vera s'assit dans ma petite chambre d'étudiant, regardant mon diplôme avec un nez plissé. Cybersécurité, marmonna-t-elle en secouant la tête. Ça a l'air si invisible, Bastion. Si obscur. Pourquoi n'as-tu pas choisi quelque chose de respectable comme ton frère? Il va être avocat. Les gens respectent les avocats. Je me souviens avoir simplement pris le diplôme de ses mains, l'avoir glissé dans une pochette en plastique bon marché et être retourné à mon ordinateur portable. Je vivais dans un état de contraste constant. Ma réalité était de passer des nuits blanches, de manger des ramen instantanés froids à 3 heures du matin, à un bureau enfoui sous des câbles emmêlés, des tasses de café vides et d'épées manuelles sur l'architecture réseau. Pendant ce temps, les planchers au-dessus de ma chambre de sous-sol tremblaient à cause des basses du système audio de Corbin. Il organisait des fêtes le mardi soir. Il achetait des vins importés et des chaussures de marque aux frais de mon père. Et personne ne lui a jamais dit d'arrêter. Personne ne lui a jamais dit d'être responsable. Maintenant, assis dans ce restaurant ridiculement cher, je devais combler ce fossé. Le contrat de la centrale hydroélectrique attendait ma signature dans ma boîte de réception. Le client avait besoin d'une assurance absolue que j'avais l'infrastructure nécessaire pour gérer leurs données en toute sécurité. J'avais les compétences, j'avais le logiciel, mais mon matériel était obsolète. Un investissement de $3000 rapporterait un paiement de $10 000 en moins d'un mois, plus une référence élogieuse d'un entrepreneur gouvernemental. Je regardais ma mère. Ses yeux étaient déjà retournés vers Corbin, qui faisait tournoyer son vin et semblait incroyablement ennuyé par mon existence. « J'ai juste besoin d'un petit prêt, dis-je, en gardant mon ton aussi professionnel que possible. $3000. J'ai un contrat prêt à être signé avec une centrale hydroélectrique municipale. Je dois améliorer ma baie de serveur pour répondre à leurs normes de conformité. Je vous rembourserai dans exactement 30 jours avec 10% d'intérêt. C'est un retour garanti. » Corbin ricana. Un son bref et laid. Une centrale hydroélectrique? Quoi? Tu vas protéger les flaques d'eau, frérot? Mon père fronça les sourcils, croisant les bras sur sa poitrine. Bastion, nous venons d'engager $250 000 pour l'éducation de ton frère. La faculté de droit est une entreprise sérieuse. Elle exige des capitaux. Nous n'avons pas d'argent à jeter par les fenêtres pour tes petits passe-temps informatiques. Passe-temps? Le mot me frappa comme une gifle physique. J'ai un diplôme, papa. J'ai une SARL enregistrée. C'est un contrat gouvernemental. C'est un vrai travail. Un vrai travail, c'est un vrai bureau, Bastion, intervint ma mère. Sa voix dégoulinait de cette affreuse condescendance mielleuse qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Un vrai travail, c'est un titre que les gens comprennent. Tu restes assis dans l'obscurité toute la journée à taper sur un clavier. Nous t'aimons, bien sûr. Mais il faut être réaliste. Je la fixais. Le décalage était stupéfiant. Il venait d'accepter avec joie de financer 3 années supplémentaires de fêtes étudiantes et de médiocrité pour un gars qui ne savait même pas gérer un chéquier basique. Mais mon contrat tangible et signé était un passe-temps. Je me penchai légèrement en avant. Si ce contrat échoue parce que je n'ai pas l'équipement, je perds ma seule chance de percer dans le secteur industriel. S'il vous plaît, juste 3000. Vous ne remarquerez même pas que c'est parti, et je vous rembourserai avec intérêt. La table devint silencieuse. Corbin but une lente gorgée de son vin, très amusé par ma supplication. Je sentis mon visage rougir, un mélange d'humiliation profonde et d'une colère montante et brûlante. Je ne leur avais jamais rien demandé. J'avais payé mes études en travaillant dans des services d'assistance informatique.
J'avais acheté mes propres vêtements, ma propre nourriture. J'avais juste besoin de ce coup de pouce. Ma mère posa son verre. Le cristal tinta sèchement contre la table. Elle me regarda droit dans les yeux, et le masque de la mère aimante tomba complètement. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites un seul centime de notre part, Bastien? L'air dans le restaurant sembla s'arrêter complètement de bouger. Le bavardage ambiant des riches clients autour de nous s'estompa en un statisme terne et dénué de sens. Je regardais ma mère. Son visage était parfaitement composé, son maquillage impeccable, ses yeux entièrement dépourvus de chaleur. Mérite, répétai-je, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je vous propose un arrangement commercial avec des intérêts garantis. Corbin reçoit 250 000 $ gratuitement. Corbin est un investissement dans l'avenir de cette famille, interrompit mon père, sa voix baissant d'une octave, prenant ce ton sévère et autoritaire qu'il utilisait quand il voulait clore une conversation. Corbin va être associé dans un cabinet. Il va porter notre nom dans des cercles qui comptent. Nous mettons notre argent là où il rapporte. Bastien. Je les regardais tous les deux, l'un après l'autre. Ils étaient complètement sérieux. Ils croyaient sincèrement que mon frère, un type qui avait dû tricher pour passer ses cours d'éthique universitaire, était un billet d'or, tandis que moi, je n'étais qu'une obligation malheureuse. Ma mère se pencha, sa voix tombant à un chuchotement privé et dur. Soyons brutalement honnêtes, puisque tu veux gâcher un excellent dîner. Tu n'as pas la personnalité pour réussir, Bastien. Tu n'as pas la motivation. Tu es un investissement sans valeur. L'argent de la famille est pour ceux qui bâtissent un héritage. Tu ne faisais qu'occuper de l'espace, un investissement sans valeur. Ces mots ne firent pas que blesser. Ils coupèrent le dernier fil d'espoir que j'avais de pouvoir un jour gagner leur respect. Pendant 28 ans, j'avais essayé de prouver ma valeur par une compétence silencieuse. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'étais assez indépendant, ils me verraient finalement. Mais assis là, sous l'éclairage chaud et coûteux du restaurant, j'ai réalisé l'horrible vérité. Il ne s'agissait jamais de mon travail. Il s'agissait du fait que je ne correspondais pas au récit superficiel et pathétique qu'ils voulaient pour leur vie. Corbin sourit, coupant un morceau de son steak. Ne pleure pas pour ça, mec. Peut-être que tu peux aller réparer des ordinateurs portables au centre commercial. J'entends dire qu'il paie le salaire minimum. Mon père sortit son lourd portefeuille en cuir et en retira sa grosse carte platine. Il la jeta sur le petit plateau noir que le serveur avait laissé plus tôt. 800 $ pour un seul repas. Il paya sans sourciller. 800 $ pour des steaks et du vin, mais 3000 $ pour lancer mon entreprise était un investissement sans valeur. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine devint glacé. Le désespoir, le besoin de leur approbation, le désir d'enfant persistant d'être aimé. Tout cela s'est évaporé. Il a été remplacé par une clarté nette et cristalline. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas faire de scène. On ne peut pas négocier avec des gens qui, fondamentalement, ne vous considèrent pas comme un être humain. J'essuyai lentement ma bouche avec la serviette en lin et la posai soigneusement à côté de mon assiette. Je fouillai dans ma poche, en sortis un billet de 50 $ neuf et le déposai à plat sur la table, juste devant mon père. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père, regardant le billet comme s'il était couvert de saleté. « Cela couvre mon steak et mon eau, dis-je, ma voix étrangement calme. Je ne veux pas un seul centime de votre part. Pas pour ce dîner. Plus jamais, Bastien. Ne sois pas dramatique, soupira ma mère, levant les yeux au ciel. Assieds-toi et finis ton repas. Tu nous embarrasses. Je me levai. Je les regardais tous les trois. Ils ressemblaient à des étrangers. De petits étrangers pathétiques portant des vêtements coûteux. Félicitations pour la faculté de droit, Corbin, dis-je doucement. J'espère que tu apprendras à lire. Je me retournai et partis. Je ne me suis pas retourné quand mon père a aboyé mon nom. Je ne me suis pas arrêté lorsque j'ai atteint les lourdes portes vitrées du restaurant. Je suis sorti dans l'air frais et humide de la nuit. Il commençait juste à pleuvoir, une forte averse de Seattle. Je suis resté sur le trottoir une seconde, laissant l'eau froide frapper mon visage. J'avais exactement 112 $ sur mon compte courant. Je n'avais pas de matériel. Je n'avais pas de famille. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, terriblement libre.
Je mis ma capuche et me mis à marcher vers l'arrêt de bus le plus proche. J'allais construire un empire, et j'allais le faire dans l'ombre. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine les épais nuages gris. Je me suis réveillé sur le mince matelas du sous-sol de mes parents, fixant les tuyaux exposés au plafond. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais comme une machine qui venait d'être redémarrée avec un tout nouveau système d'exploitation. J'ai pris mon téléphone, 3 appels manqués de ma mère, 2 messages de mon père me disant de grandir et de m'excuser pour mon comportement au restaurant. Je n'ai même pas lu tout le message. J'ai ouvert ma liste de contacts. Maman, supprimé. Papa, supprimé. Corbin, supprimé. Tante Vera, supprimé. Je suis allé sur mes comptes de médias sociaux et j'ai bloqué chaque personne associée à ma famille. J'ai effacé leur existence de ma vie numérique en quelques balayages de pouce. Il n'y aurait pas de lettre d'adieu dramatique, pas de dispute hurlante dans le salon. Le silence est une arme beaucoup plus puissante quand on sait l'utiliser. À midi, j'avais emballé toute ma vie dans 2 sacs de sport et une caisse en plastique robuste contenant mon équipement informatique. J'ai attendu d'entendre la voiture de ma mère quitter l'allée pour son brunch hebdomadaire au country club. Et je suis sorti par la porte arrière. Je n'ai pas laissé de mots. J'ai simplement laissé la lourde porte du sous-sol déverrouillée derrière moi. J'ai emménagé dans un studio exigu et d'une laideur agressive, à la lisière du quartier industriel. Les murs étaient minces comme du papier. Le chauffage sentait les cheveux brûlés, et ma fenêtre donnait sur un bruyant chantier naval. Cela m'a coûté chaque centime de mes économies pour le premier et le dernier mois de loyer, plus la caution. Je me suis assis par terre, entouré de mes sacs, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais perdu le contrat de la centrale hydroélectrique. Sans le matériel, il ne pouvait pas prendre le risque. C'était un coup dur, mais j'ai refusé de me laisser abattre. J'ai commencé à envoyer des messages à tous les contacts que j'avais jamais faits sur les forums du dark web et les tableaux de discussion sur la cybersécurité. J'avais besoin d'un partenaire. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne le matériel comme je comprenais le code. C'est ainsi que j'ai trouvé Thatcher. Thatcher était un ancien technicien de laboratoire universitaire, renvoyé pour avoir construit une plateforme de minage de crypto-monnaies en utilisant l'ordinateur central de l'école. C'était un génie, socialement agressif, et il vivait entièrement d'une vengeance et de boissons énergisantes. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant miteux à 2 pâtés de maison de mon appartement. Il a écouté ma présentation en mâchant agressivement une paille en plastique. « Tu écris l'architecture », grognatait-il, pointant un doigt taché de graisse vers moi. « Je construis les murs physiques. On partage 50/50, et personne ne me dit jamais à quelle heure me lever. » Marché conclu, dis-je. Nous avons nommé la société Aegiscore. Les premières semaines furent un travail acharné. Nous prenions des petits boulots, réparant des codes de serveurs en désordre pour des entreprises locales, juste pour joindre les 2 bouts. Puis, une énorme surprise est survenue. Je suis allé à la banque pour demander une carte de crédit pour petite entreprise, afin d'acheter des bails de serveurs basiques. L'agent de crédit, un homme d'apparence fatigué, en costume bon marché, a tapoté son clavier pendant quelques minutes, a froncé les sourcils et a secoué la tête. « Je suis désolé, Bastion, dit-il. Votre code de crédit est abyssal. Vous avez un retard de paiement massif sur un prêt automobile à taux d'intérêt élevé. » J'ai figé. Quel prêt automobile? Je ne possède pas de voiture. Il a tourné son moniteur. C'était là. Un prêt pour une Porsche 911, co-signé sous mon nom et mon numéro de sécurité sociale. Le propriétaire principal, Corbin. Les paiements avaient 3 mois de retard. Mon sang s'est transformé en azote liquide. Corbin avait utilisé mon historique de crédit impeccable pour se porter garant de sa voiture de sport de luxe, car il n'avait aucun revenu propre et mes parents ne voulaient probablement pas de cette responsabilité sur leur profil de crédit immaculé. Il avait forgé ma signature numérique. C'était une fraude financière flagrante et indéniable. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si pure qu'elle en devenait aveuglante. L'ancien Bastion aurait appelé mon père, supplié une explication, et pleuré l'injustice de tout cela. Le nouveau Bastion a juste souri. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas confronté Corbin. J'ai demandé à l'agent de la banque d'imprimer chaque page de l'accord de prêt, y compris les journaux d'adresse IP d'où provenaient les signatures numériques.
J'ai pris cette pile de papier, suis retourné à mon appartement et l'ai mise dans un coffre-fort ignifugé. Je n'allais pas me vider de ma colère pour un simple paiement de voiture manqué. Je n'allais pas me fâcher. J'allais stocker des munitions. Qu'ils conduisent la Porsche. Qu'ils se sentent intouchables. Quand le moment serait venu, j'allais larguer une bombe nucléaire sur toute sa vie. Pendant les 2 années suivantes, Thatcher et moi avons à peine vu le soleil. Nous vivions de plats à emporter bon marché et d'adrénaline, travaillant des journées de 20 heures dans mon appartement minable. Aegis Corps n'était pas seulement une entreprise. C'était une croisade. Nous avons développé un algorithme de défense propriétaire, spécialement conçu pour les infrastructures municipales, réseaux électriques, chaînes d'approvisionnement en eau, systèmes de contrôle du trafic. Nous construisions une forteresse numérique. Et puis l'univers m'a offert le tour du destin le plus beau et le plus ironique que j'aurais pu souhaiter. Nous fouillions dans les registres des marchés publics pour trouver des clients potentiels. Thatcher jeta un dossier épais sur mon bureau, renversant une tasse de café vide. « Jette un coup d'œil à cette merde », marmonna-t-il. Le conseil municipal vient d'attribuer le sous-contrat pour les nouvelles stations relais physiques du réseau intelligent. J'ouvris le dossier. L'entrepreneur principal était une énorme firme nationale, mais le sous-contrat local, l'entreprise responsable de l'installation des nœuds de réseau physique à travers la ville, était une entreprise de logistique de taille moyenne. Je fixai le nom sur l'entête, Orson et Associés. C'était l'entreprise de mon père. Il avait enfin décroché le gros poisson qu'il poursuivait depuis une décennie. Il était le « muscle physique » pour l'expansion du réseau électrique de la ville. Voici le problème, dit Thatcher, adossé au mur. L'infrastructure de cybersécurité de l'entrepreneur principal est une blague. Elle est pleine de trous. Si un bon hacker s'introduit dans les nœuds physiques d'Orson, il peut utiliser cette connexion pour remonter directement dans le réseau électrique principal de la ville. C'est une porte dérobée grande ouverte. Je fixai le nom de mon père. Un lent sourire sombre se dessina sur mon visage. Je savais exactement quoi faire. Nous n'avons pas approché mon père. Nous l'avons entièrement contourné et sommes allés directement au sommet. Nous avons ciblé Merrick. Merrick était un magnate de l'infrastructure milliardaire. Il possédait la firme nationale qui détenait le contrat principal. C'était un homme d'affaires notoirement impitoyable, qui détestait l'échec. Nous ne pouvions pas simplement appeler sa secrétaire et demander une réunion. Nous devions prouver que nous étions indispensables. Nous avons mis en place un système de surveillance à la périphérie du nouveau projet de réseau de la ville. Nous n'avons pas pénétré. Nous avons juste observé le trafic. 2 semaines plus tard, exactement comme Thatcher l'avait prédit, une attaque massive par rançongiciel a frappé. Un syndicat russe a trouvé la vulnérabilité dans les nœuds d'Orson et a inondé le réseau. Ils ont verrouillé les contrôles administratifs de 3 grandes sous-stations. L'empire de Merrick perdait soudainement des millions de dollars par heure, et la ville faisait face à des coupures de courant tournantes. Pendant que l'équipe informatique interne de Merrick courait dans tous les sens comme des poulets sans tête, j'ai trouvé un email de porte dérobé direct vers son assistante personnelle. J'ai envoyé une seule ligne de texte, « Nous pouvons chasser les rats de vos murs en 45 minutes. » Voici la preuve. J'ai joint un paquet de données montrant exactement comment la brèche s'était produite, en identifiant le défaut dans les notes d'Orson. 10 minutes plus tard, mon téléphone prépayé a sonné. C'était Merrick lui-même. Sa voix était comme du gravier grinçant. 45 minutes, gamin. Si tu bluffes, je t'enterrerai. Donnez-nous les codes d'accès, répondis-je. Thatcher et moi nous sommes mis au travail. Ce fut un combat de rue numérique brutal. Nous avons isolé les nœuds infectés, réécrit les règles du pare-feu à la volée, et purgé le rançongiciel du système. Nous ne l'avons pas fait en 45 minutes. Nous l'avons fait en 38. Le lendemain matin, Thatcher et moi étions assis dans une salle de conférence ridiculement chère, au sommet d'un gratte-ciel du centre-ville. Merrick entra, jeta un épais dossier sur la table et me regarda. « Votre père dirige la société de sous-traitance qui a causé ce désordre, » dit Merrick, ses yeux se rétrécissant. « Je n'ai pas parlé à mon père depuis des années, » dis-je froidement. « Il installe le matériel. Il ne comprend pas les fantômes à l'intérieur de la machine. Moi si. » Merrick me fixa longuement. Puis il fit glisser un contrat sur la table en acajou poli.
C'était un contrat de service exclusif de plusieurs années pour la cybersécurité de tous ces projets d'infrastructure de la côte ouest. Je regardais le chiffre au bas de la page, 15 millions de dollars. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas hésité. J'ai regardé la suite de 0 sur ce papier et j'ai pensé au restaurant Grill. J'ai pensé à ma mère me traitant d'investissement sans valeur. Ils n'avaient absolument aucune idée que le fils invisible qu'ils avaient rejeté était maintenant la seule chose qui maintenait leur précieuse ville en marche. Je détenais maintenant les clés du royaume et, par extension, la survie de l'héritage de mon père. Le temps a une drôle de façon d'accélérer quand on est complètement obsédé par la victoire. 5 ans se sont écoulés dans un tourbillon de déploiement de serveurs, de négociations de contrats massifs et de croissance exponentielle. Aegis Core n'était plus seulement une start-up. Nous étions devenus une norme de l'industrie. Nous avons élargi notre équipe, acheté un étage entier d'un gratte-ciel du centre-ville et obtenu des brevets pour nos algorithmes de défense. Lors de notre dernière levée de fonds en capital investissement, la firme a été officiellement évaluée à 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Ma valeur nette personnelle était un chiffre que j'avais encore du mal à saisir, mais si vous me regardiez, vous ne l'auriez jamais su. Je portais toujours les mêmes sweats à capuche noire délavée. Je conduisais toujours une discrète berline gris foncé. Je préférais toujours manger des tacos de rue plutôt que de la haute cuisine. Je ne me souciais pas du style de Vita pas accent grave-l'œil. Je me souciais de la sécurité. Je me souciais de construire des murs si hauts que personne ne pourrait plus jamais me rabaisser. Mais j'ai fait un achat massif. J'ai acheté un sanctuaire. C'était un domaine tentaculaire de 10 acres, caché dans les collines boisées juste à l'extérieur de la ville. Il a coûté 10 millions de dollars, payé en espèces sonnantes et trébuchantes. La maison était un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Tout en bois sombre, en acier, avec de gigantesques baies vitrées donnant sur un lac privé. Mais la vraie valeur était la sécurité. J'ai conçu moi-même les systèmes de périmètre. Portail biométrique, caméra thermique, verre renforcé. C'était une forteresse. C'était ma preuve physique que j'existais et que j'avais de l'importance. Parfois, tard dans la nuit, je me tenais dans mon immense salon, un verre de bourbon à la main, observant l'eau noire et silencieuse du lac. Je pensais au sous-sol humide. Je pensais à l'odeur de mon appartement quand j'ai déménagé pour la première fois. J'avais construit tout cela à partir de rien et de pure rage. Je gardais toujours un œil sur ma famille, non par amour, mais par nécessité stratégique. On garde toujours un œil sur une menace dormante. J'utilisais des comptes anonymes pour surveiller leur empreinte sur les médias sociaux. Corbin avait miraculeusement obtenu son diplôme de droit, mais la réalité derrière son flux Instagram soigné était un désastre. Il était profondément endetté. Il échouait en tant qu'associé junior dans un cabinet d'avocats de second rang, principalement parce qu'il manquait d'éthique de travail pour réellement lire les dossiers de cas. Malgré sa ruine financière, il était maintenant fiancé à une femme nommée Lyra. Lyra était un parfait match pour ma famille. Elle était obsédée par le statut social, les marques de luxe et la représentation d'une vie luxueuse qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. Ses médias sociaux étaient un flux constant de perfection soigneusement orchestré, brunch, bagues en diamant et citations vagues sur le succès. Elle et Corbin planifiaient un mariage qui, selon ses publications, allait être l'événement de la décennie. Je savais, d'après les dossiers financiers réels de Corbin, que mon père subventionnait lourdement cette mascarade, drainant probablement ses comptes de retraite pour maintenir l'apparence du patriarche riche. Il vivait sur un château de cartes, essayant désespérément de maintenir une illusion de grandeur tandis que la fondation pourrissait. Et j'étais assis dans une forteresse de 10 millions de dollars, complètement intouchable. Je pensais avoir gagné. Je pensais les avoir réussi à les exciser de ma vie et que je pourrais simplement vivre mes jours en paix, comptant mes victoires dans l'ombre. Je croyais vraiment que le chapitre était clos. Mais l'univers a un sens de l'humour malicieux. Le passé ne disparaît pas simplement parce que vous arrêtez de le regarder. Parfois, il se présente directement à votre porte d'entrée. Si vous avez déjà été traité comme un citoyen de seconde zone dans votre propre maison, si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez bon par les personnes censées vous protéger, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Merci beaucoup,
car ce qui suit est le moment exact où l'illusion s'est brisée et où la vraie guerre a commencé. Voyons ce qui se passe quand l'enfant d'or réalise que le frère invisible possède la banque. C'était un mardi après-midi lorsque l'illusion soigneusement construite de la supériorité de ma famille se brisa enfin en 1 million de morceaux irréparables. J'étais assis dans mon bureau à domicile, une pièce immense avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur le lac privé. Je révisais le rapport trimestriel des résultats d'AEG-Score, sirotant une tasse de café noir, appréciant le silence absolu et imperturbable de mon sanctuaire de 10 millions de dollars. Puis l'alarme silencieuse de mon moniteur secondaire clignota en rouge. C'était une alerte de proximité de la porte d'entrée principale, à environ un demi-mile sur l'allée privée. J'ai tapoté le clavier, affichant le flux de sécurité haute définition. Un SUV de luxe rouge vif était à l'arrêt devant les massives portes en fer forgé. J'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation, puis sur le conducteur. C'était Lyra. La fiancée de Corbin cherchait apparemment des lieux pour sa séance photo de mariage excessivement extravagante. Mon domaine, caché dans le code postal le plus riche de l'État, était célèbre parmi les ragots immobiliers locaux, bien que la propriété fût strictement gardée sous un nom de fiducie corporative. Jusqu'à la semaine dernière, du moins. J'avais récemment commandé une plaque en bronze personnalisée à monter sur le pilier en pierre près du portail. Je ne l'ai pas fait par vanité. Je l'ai fait parce que j'en avais marre de me cacher. La plaque portait en lettres grasses et indubitables, le domaine Bastion. Sur le flux de la caméra, j'ai vu Lyra sortir de son véhicule. Elle portait des lunettes de soleil de créateur et tenait un sac à main ridiculement cher. Elle s'est approchée du pilier de pierre, son téléphone levé pour prendre une photo de l'entrée impressionnante. Puis elle s'est arrêtée. Je l'ai regardé baisser son téléphone. Je l'ai regardé enlever ses lunettes de soleil. Même à travers la caméra de sécurité, j'ai pu voir le moment exact où son cerveau a court-circuité. Elle a fixé la plaque de bronze, lisant mon nom légal complet. Elle a trébuché en arrière, sa main volant à sa bouche. Elle a cherché son téléphone et a composé frénétiquement un numéro. Mon système de sécurité périmétrique comprenait des microphones directionnels haute fidélité. J'ai activé le flux audio. Je l'entendais respirer lourdement, hyperventilé. L'appel se connecta. C'était un appel FaceTime. J'entendais la voix de Corbin résonner faiblement depuis le haut-parleur de son téléphone. « Lyra, qu'est-ce qu'il y a » demanda Corbin, l'air agacé. « Je suis avec papa au club, Corbin. » Elle haleta, sa voix aiguë et tremblante. « Corbin, dis-moi que tu as un autre frère. Dis-moi qu'il y a un autre Bastion dans ta famille. »« De quoi parles-tu » claqua Corbin. « Je suis devant un complexe dans les collines, » hurla Lyra, perdant tout son aplomb fabriqué. « Ça ressemble à la forteresse d'un milliardaire de la tech et il y a le nom de ton frère sur le portail. Est-ce que ton inutile frère informaticien vit dans une maison de 10 millions de dollars? Pourquoi a-t-il ça, Corbin? Pourquoi sommes-nous en train de nous noyer dans les dettes de cartes de crédit pendant que ton frère vit dans un palais, littéralement? » Le silence à l'autre bout de la ligne fut absolu. Je pouvais imaginer Corbin assis là, la couleur disparaissant de son visage parfaitement bronzé. Je pouvais imaginer mon père assis en face de lui, la mâchoire tombante. Le flux audio capta un faible bruit étranglé de Corbin avant que Lyra ne raccroche, ne se jette dans son SUV et ne s'éloigne à toute vitesse, laissant des traces de pneus sur l'asphalte immaculé. Je me suis calé dans mon fauteuil en cuir et j'ai pris une lente gorgée de mon café. Le café avait un goût incroyable. Exactement 14 minutes plus tard, mon téléphone portable personnel, celui que j'avais débloqué quelques mois auparavant pour les besoins de l'enregistrement de l'entreprise, se mit à vibrer sur mon bureau. Il bourdonna une fois, puis 2 fois, puis il commença à danser sur le bois d'acajou dans un spasme incessant et continu. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran. 32 messages textes, 14 appels manqués, 5 messages vocaux. Tante Vera fut la première à envoyer un message. « Bastion, chérie, ça fait si longtemps. Ta mère s'inquiète pour toi. Il faut qu'on se rattrape. » Puis ma mère, Daphné, « Mon chéri, Lyra vient de nous raconter l'histoire la plus confuse. Tu vas bien? Où vis-tu? Tu nous manques tellement. La famille, c'est tout. S'il te plaît, appelle-moi. » Puis mon père, Orson, « Bastion, nous devons avoir une discussion sérieuse sur ta situation de vie. Une famille doit rester unie. Appelle-moi immédiatement. » J'ai lu les messages,
traçant le changement désespéré et transparent de leur ton. Il y a 5 ans, j'étais un investissement sans valeur qui occupait de l'espace. J'étais le gars qui ne méritait pas un prêt de $3000 pour construire un avenir. Maintenant, tout à coup, j'étais leur chéri, leur amour, leur famille. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne les ai pas bloqués non plus. J'ai juste posé le téléphone, je suis retourné à mes moniteurs et j'ai appuyé sur un bouton pour déverrouiller le portail principal pour le lendemain. Je savais exactement ce qu'ils allaient faire ensuite. Les vautours avaient trouvé la carcasse, et ils venaient se nourrir. Le jeu commençait enfin, et j'avais toutes les cartes en main. Ils n'ont même pas attendu 24 heures. Le lendemain matin, l'alarme périmétrique a de nouveau retenti. Cette fois-ci, c'était la berline de luxe de gamme moyenne de mon père qui s'arrêtait devant les grilles. Les caméras montraient mon père, ma mère et Corbin assis à l'intérieur, levant les yeux vers l'imposante structure d'acier et de pierre, comme des paysans regardant un château. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sur mon bureau et j'ai ouvert à distance les portails massifs. Je les ai vus remonter la longue allée sinueuse, flanquée de pins anciens et de pelouses impeccables. Je suis sorti de mon bureau et me suis tenu au centre de mon immense salon ensoleillé, les attendant. Quand les portes d'entrée se sont ouvertes, ils sont entrés avec hésitation. Leurs yeux ont balayé la pièce, observant les plafonds voûtés, l'art moderne sur les murs, l'ampleur pure et indéniable de la richesse qui les entourait. Le contraste entre cet endroit et le sous-sol humide et déprimant dans lequel ils m'avaient forcé à vivre était frappant et intentionnel. Ma mère, Daphné, brisa le silence. Elle s'avança, les bras grands ouverts, un sourire en plastique figé sur son visage. « Bastion, oh mon Dieu, regarde-toi. Regarde cet endroit. Tu nous as tellement manqué. » Je fis un pas délibéré en arrière, gardant mes mains bien dans mes poches. Ses bras retombèrent le long de son corps, le faux sourire vacillant une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Ne fais pas ça, dis-je, ma voix complètement neutre. Ne faisons pas semblant d'être heureux de nous voir. Pourquoi êtes-vous ici ? » Mon père se racla la gorge, essayant de retrouver cette vieille persona de patriarche autoritaire qu'il utilisait pour m'agresser. « Maintenant, Bastion, ce n'est pas la façon de parler à ta mère. Nous sommes une famille. Nous avons eu un malentendu il y a des années, mais nous sommes ici pour combler le fossé. Nous sommes très fiers de la consultation que tu fais pour t'offrir ça. » Corbin sortit de derrière notre père. Il avait l'air terrible. Son costume était froissé. Il y avait des cernes sous ses yeux. Et le sourire arrogant qu'il arborait habituellement était remplacé par une tension désespérée et féroce. L'enfant d'or était terni. Je savais déjà pourquoi. Mes enquêtes de fond étaient exhaustives. Corbin avait forgé des signatures de clients dans son cabinet d'avocat pour couvrir sa propre incompétence. Il faisait actuellement face à une poursuite pour faute professionnelle de $3 millions, et le barreau de l'État se préparait à lui retirer sa licence. De plus, l'entreprise de logistique de mon père avait subi un coup massif lors de la récente récession économique. Orson était fonctionnellement en faillite, liquidant ses fonds de retraite juste pour éviter la saisie de leur maison. Ils se noyaient et ils étaient venus me chercher une bouée de sauvetage. Corbin regarda autour de la pièce, ses yeux s'attardant sur une voiture de sport vintage rare, garée dans le garage d'exposition vitré attenant au salon. « Il est temps d'arrêter de jouer, Bastion, » ricana Corbin, sa voix dégoulinant de venin. « Tu as fait fortune. Tant mieux pour toi. Mais tu ne l'as pas fait seul. » Je haussai un sourcil. « Vraiment ? Parce que je me souviens avoir construit Aegis Core dans un studio infesté de cafards, en mangeant des nouilles instantanées et en utilisant une baie de serveur que j'avais achetée avec des cartes de crédit à taux d'intérêt élevé. Je ne me souviens pas que toi ou papa étiez là pour ça. » Corbin fouilla dans sa mallette en cuir et en sortit un épais dossier en papier craft à l'allure juridique. Il le jeta sur ma table basse en verre. Il atterrit avec un bruit sourd et lourd. « C'est un projet de procès que nous allons déposer demain matin devant le tribunal civil, » dit Corbin, bombant le torse. Jensen et moi l'avons monté. Nous avons des affidavits sous serment, des factures de services publics et des journaux de réseau prouvant que le code fondamental d'Aegis Core a été écrit et testé en utilisant l'adresse de protocole Internet, l'électricité et les locaux physiques appartenant à Orson. En vertu de la loi sur les sociétés de l'État, l'utilisation de ces ressources donne à cette famille une revendication légitime de propriété intellectuelle.
Ma mère hocha vigoureusement la tête. Nous t'avons soutenu, Bastion. Nous t'avons hébergé pendant que tu développais cette entreprise. Il est juste que la famille partage le succès. Nous demandons une participation de 20% au capital d'Aegis Core, plus un paiement rétroactif pour les 5 dernières années de profit. Je fixai le dossier. Puis je regardai mon père. Il ne voulut pas croiser mon regard. Il fixait le sol, parfaitement disposé à laisser son fils préféré m'extorquer avec de fausses menaces légales, juste pour sauver sa propre peau. Ils essayaient de voler l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, en utilisant un faux dossier rédigé par un avocat déchu. Corbin s'approcha, essayant d'avoir l'air intimidant. Si tu ne signes pas le transfert de capital aujourd'hui, nous déposons le procès. Même si nous ne gagnons pas tout de suite, le litige gèlera les actifs de ton entreprise. Tes clients paniqueront. Tes contrats gouvernementaux seront suspendus en attendant l'enquête. Ton empire entier s'arrêtera. Tu perdras tout. Alors fais le choix intelligent, petit frère. Cède. La pièce devint complètement silencieuse. Le seul son était le léger bourdonnement du système de climatisation. Il se tenait là, un front uni de parasites, attendant que je craque. Il s'attendait à ce que je crie. Il s'attendait à ce que je panique. Il s'attendait aux gamins effrayés et désespérés du restaurant qui ne voulaient que leur approbation. Au lieu de cela, je regardais Corbin, puis mes parents, et je commençais à sourire. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de refermer ses mâchoires autour du cou de sa proie. « Tu crois que tu me tenais en joue, Corbin » demandai-je doucement. Je secouai lentement la tête. « Tu viens d'apporter un couteau à beurre à une frappe de drone. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai même pas bougé de ma place sur le tapis importé. J'ai simplement fouillé dans ma poche, en ai sorti une petite télécommande et j'ai appuyé sur le seul bouton argenté. Derrière moi, les lourdes doubles portes en chêne menant à ma bibliothèque privée s'ouvrirent avec un doux ronronnement mécanique. 5 personnes entrèrent dans le salon. 4 d'entre elles portaient des costumes anthracite impeccables et d'une netteté impeccable, avec des mallettes en cuir identiques. C'étaient les associés principaux du cabinet de litige d'entreprise le plus impitoyable de la côte ouest. À leur tête se trouvait Méric, le magnate milliardaire de l'infrastructure et mon plus gros client, ressemblant à un homme qui aimait écraser les gens pour le sport. Le visage de mon père devint complètement pâle. Il reconnut Méric instantanément. Quiconque dans le secteur de la logistique ou de l'infrastructure savait qui était Méric. Il était le prédateur suprême de leur industrie. Méric, balbutia mon père, faisant un pas en arrière. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Méric ne regarda même pas mon père. Il me regarda. Ce sont les nuisibles dont vous m'avez parlé, Bastion? Oui, répondis-je, désignant le dossier en papier craft sur la table. Ils ont apporté un projet de procès réclamant 20% du capital de mon entreprise, basé sur des verrous de propriété intellectuelle fabriqués. Méric gloussa, un son sombre et grinçant. Il claqua des doigts. Son avocate principale, une femme grande avec des yeux de faucon, s'avança. Elle ne regarda pas mes parents. Elle se dirigea directement vers Corbin, prit son dossier et le jeta dans une poubelle voisine sans même l'ouvrir. Corbin rougit. « Et, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une preuve légale. » L'avocate ouvrit sa propre mallette et en sortit une tablette élégante. « Permettez-moi de vous expliquer la réalité de votre situation, monsieur Corbin, dit-elle, sa voix parfaitement calibrée pour projeter l'autorité. La propriété intellectuelle d'Aegis Core a été officiellement enregistrée et horodatée 6 mois complets après que Bastion a quitté la résidence de vos parents. Nous avons les reçus des serveurs, les journaux IP indépendants et le témoignage sous serment de son fondateur, Thatcher. Votre affirmation d'utilisation des locaux n'est pas seulement factuellement incorrecte. C'est une fabrication démontrable. Si vous déposez ce procès, nous contre-attaquerons immédiatement pour poursuite abusive et extorsion d'entreprise. Nous vous enterrons sous tant de paperasse de découverte que vos petits-enfants paieront les frais de justice. Corbin déglutit difficilement, sa façade arrogante se fissurant. Vous ne pouvez pas prouver que nous ne l'avons pas soutenu. Oh, nous n'avons pas fini, l'avocate interrompit, balayant l'écran de sa tablette. Nous avons également mené un audit médico-légal approfondi sur l'historique financier de notre client. Nous avons découvert un document très intéressant, un prêt automobile à taux d'intérêt élevé pour une Porsche, autorisé il y a 5 ans.
Corbin se figea. Il arrêta complètement de respirer. Nous avons extrait les journaux de signature numérique de la banque, continua-t-elle sans relâche. L'adresse IP utilisée pour forger la signature de Bastion correspond exactement au routeur installé dans votre fraternité de droit à l'époque. Nous avons également le notaire qui témoignera que vous avez présenté une carte d'identité falsifiée. C'est un vol d'identité et une fraude électronique grave. Le délai de prescription n'a pas expiré. Ma mère haleta, agrippant le bras de mon père. Corbin, de quoi parle-t-elle? Quelle fraude? Je m'avançai, réduisant la distance entre mon frère et moi. Je le regardais droit dans les yeux. Je savais pour la voiture il y a 5 ans, Corbin. Je t'ai laissé la conduire. Je t'ai laissé croire que tu t'en étais tiré. J'ai gardé les preuves dans un coffre-fort inifugé, attendant le moment exact où tu essaierais de me trahir à nouveau, et te voilà. Je me tournai vers l'avocate principale. Quelle est la peine pour fraude électronique grave dans cet état? Jusqu'à 10 ans de prison fédérale, répondit-elle d'une voix douce. Une radiation immédiate du barreau. Naturellement, mon père tremblait maintenant. Il regarda Méric, suppliant, « Monsieur Méric, s'il vous plaît. C'est une dispute familiale. Nous pouvons régler cela en privé. Nous n'avons pas besoin d'impliquer les autorités. » Méric croisa les bras. « Vous n'avez pas de famille, Orson. Vous avez une responsabilité, et je ne permets pas aux responsabilités de menacer l'homme qui sécurise mes réseaux d'infrastructures de plusieurs milliards de dollars. » Je regardais mes parents. La réalisation leur parvenait enfin. La hiérarchie était morte. L'enfant d'or était un criminel. Le patriarche était un mendiant. Et l'investissement sans valeur détenait un pouvoir absolu sur leur avenir. Je montrai Corbin du doigt. Voici vos options. Option 1, je remets cette tablette au procureur fédéral avec qui j'ai déjeuné hier et vous allez en prison aujourd'hui. Option 2, vous signez un document juridiquement contraignant, dès maintenant, renonçant à votre licence d'avocat, admettant la falsification et acceptant une ordonnance restrictive permanente vous tenant, vous et vos parents, à au moins 500 yards de moi et de mes propriétés pour le reste de votre vie naturelle. Corbin regarda mon père, cherchant de l'aide. Mon père détourna le regard. Le silence était assourdissant. Corbin était complètement, totalement brisé. Ses mains tremblaient tandis que l'avocate de Méric lui tendait un contrat physique et un lourd stylo plume. Il ne le lut même pas. Il gribouilla simplement son nom en bas, les larmes d'humiliation coulant de ses yeux et tombant sur le papier coûteux. Quand il eut fini, l'avocate reprit le papier. Je les regardais tous les trois. « Sortez de chez moi », murmurai-je. Ils ne dirent pas un mot. Ils se retournèrent et sortirent par les portes d'entrée, ressemblant à des fantômes. Je les ai vus s'éloigner sur le flux de la caméra. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez voir la vengeance ultime, je vous demande de faire quelque chose tout de suite. Faites défiler jusqu'aux commentaires et tapez le mot « Terminé ». C'est le code secret pour les vrais fans de la chaîne qui regardent jusqu'à la fin. Je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui dit « Terminé ». Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons au coup de grâce. 3 semaines après que je les ai bannis de chez moi, la ville a organisé son gala annuel de la technologie et de l'innovation. C'était l'événement le plus exclusif de l'année, qui s'est tenu dans la grande salle de bal d'un hôtel historique du centre-ville. La salle était ornée de lustres. Les tables étaient décorées de compositions florales imposantes, et la liste des invités était un « Who is Who » de capital risqueurs, de politiciens et de leaders de l'industrie. Aegis Core était le sponsor principal de la soirée, et je devais recevoir la plus haute distinction de la ville pour ma contribution corporative et la sécurité des infrastructures. Je portais un smoking sur mesure, debout près de la scène principale, avec Thatcher qui se plaignait de devoir porter une cravate. La salle bourdonnait de réseautage et de tintements de verres de champagne. Puis, du coin de l'œil, je les ai vus. Daphné et Orson se tenaient près du fond de la salle de bal, rôdant près des tables de dessert. Ils semblaient complètement déplacés. Mon père portait un smoking démodé qui semblait légèrement trop serré, et ma mère portait une robe qui essayait beaucoup trop d'avoir l'air cher. Ils n'avaient pas été invités. J'ai appris plus tard qu'ils avaient payé un revendeur de billets $3000 pour des places au dernier rang. Ils étaient désespérés. Avec Corbin faisant face à des accusations criminelles et à une radiation, et leurs propres finances en ruine, ils s'étaient faufilés à cet événement,
espérant me coincer en public, espérant jouer le rôle des parents fiers et aimants devant la presse pour sauver une partie de leur statut social brisé. J'ai observé ma mère tenter d'interpeller un journaliste d'un magazine économique local, me désignant et articulant les mots « c'est mon fils ». Le journaliste l'ignora. Je ne ressentais pas de colère en les voyant là. Je ressentais un sentiment de clôture froid et calculé. Le régisseur me tapota l'épaule. 5 minutes, monsieur Bastion. J'ai monté les escaliers recouverts de moquettes menant à la scène principale. Les lumières s'éteignirent et un projecteur frappa le pupitre. Le brouhaha dans l'immense salle de bal s'éteignit alors que des centaines de personnes tournaient leur attention vers moi. J'ai balayé du regard la mer de visage. J'ai aperçu Méric hochant la tête au premier rang, et tout au fond, j'ai vu mes parents se frayer un chemin vers l'avant de la foule, désireux de se prélasser dans l'éclat de mon succès. Merci, commençai-je, ma voix résonnant clairement à travers le système audio de pointe. C'est un honneur de recevoir ce prix. Mais ce soir, je ne veux pas parler de pare-feu ou d'algorithme de sécurité. Je veux parler d'investissement. La salle était silencieuse, suspendue à chaque mot. Il y a 5 ans, j'étais assis dans un restaurant non loin d'ici. J'étais un ingénieur freelance en difficulté. J'ai demandé un prêt de $3000 pour acheter un morceau de matériel qui lancerait ma carrière. Les personnes à qui j'ai demandé venaient de donner $250 000 pour financer des études de droit qui, cette semaine encore, ont abouti à une radiation et à la disgrâce. Un faible murmure parcourut la foule. À l'arrière, mon père se figea. Le faux sourire de ma mère disparut complètement. Quand j'ai demandé ce petit prêt, on m'a dit non. Mais ce n'était pas seulement un rejet. On m'a dit en face que j'étais un investissement sans valeur. On m'a dit que je ne méritais pas d'avenir parce que je ne correspondais pas à un moule superficiel spécifique. Les caméras clignotaient maintenant. Le silence dans la pièce était lourd, chargé de choc. Ils m'ont enseigné une leçon très précieuse cette nuit-là, continuai-je, ma voix ferme et inébranlable. Ils m'ont appris que parfois, les personnes censées vous soutenir sont celles qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Ils m'ont appris que la vraie valeur ne s'hérite pas. Elle se forge dans l'ombre, quand personne ne regarde. Je fouillai dans la poche de mon smoking et en sortis une grande enveloppe neuve. Je la posai sur le pupitre. Ce soir, Aegis Corp lance une nouvelle initiative philanthropique. J'ai signé un chèque personnel tiré de mes comptes privés. Cet argent ira directement à la Fondation Jeunesse de la ville, spécifiquement destinée aux jeunes hommes et femmes qui ont été mis à la porte, désavoués ou jugés sans valeur par leur propre famille, des gens qui ont juste besoin de ce seul morceau de matériel, de ce seul manuel, de cette seule chance de prouver qu'ils existent. J'ouvris l'enveloppe et brandis le chèque de fantaisie surdimensionné que les organisateurs de la charité avaient préparé pour la séance photo. Le projecteur frappa la surface brillante. Je fais don d'exactement $250 000, dis-je, fixant directement le fond de la salle, croisant le regard de ma mère. Parce que, contrairement à certaines personnes, je sais reconnaître un bon investissement quand j'en vois un. La salle de bal éclata. Ce n'était pas seulement des applaudissements polis. C'était une standing ovation tonitruante. Des milliardaires, des politiciens et des magnats de la technologie étaient debout, applaudissant et acclamant. Les caméras clignotaient comme des éclairs. À travers les lumières aveuglantes, je vis la foule autour de mes parents se tourner pour les regarder. Les gens chuchotaient, pointaient du doigt. Le regard de dégoût total sur les visages de l'élite de la ville était indubitable. Mes parents étaient complètement exposés. Le masque était tombé. Le récit sur lequel ils avaient bâti toute leur vie était détruit devant les personnes les plus puissantes de l'État. Orson saisit le bras de Daphné, son visage brûlant d'une onde si profonde qu'elle semblait physique, et la traîna hors des portes de la salle de bal. Ils s'enfuirent dans la nuit, fuyant le monstre qu'ils avaient créé. Les retombées du gala furent rapides et impitoyables. Dans les cercles que mes parents fréquentaient, la réputation était une monnaie, et la leur venait d'être rendue complètement sans valeur. La vidéo de mon discours est devenue virale dans les réseaux d'affaires locaux. Tout le monde savait exactement à qui s'adressait le discours sur l'investissement sans valeur. La vie de Corbin s'est effondrée en premier. Le cabinet d'avocats l'a licencié publiquement, se distanciant de ses activités frauduleuses. Sans emploi et face à des dettes légales croissantes dues à son arrangement avec moi, il était en faillite. Lyra, fidèle à sa nature, n'est pas restée sur le navire qui coulait.
Au moment où les cartes de crédit ont commencé à être refusées et que la vérité sur le domaine de 10 millions de dollars est apparue, elle a fait ses valises de marque et l'a quitté. Elle a même publié une vidéo vague et larmoyante sur les médias sociaux, parlant d'éliminer les menteurs toxiques de sa vie, ce qui était l'ironie suprême. La société de logistique de mon père, déjà en difficulté, a perdu ses contrats restants. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui avait été humilié par Merrick et publiquement dénoncé comme un parent toxique par le meilleur entrepreneur technologique de la ville. 2 mois après le gala, la banque a saisi leur grande maison de banlieue traditionnelle. Ils ont été contraints de faire leurs valises et de déménager dans un petit appartement loué du mauvais côté de la ville. Je savais tout cela parce que je vérifiais toujours les rapports compilés par mon équipe de sécurité. Je ne ressentais ni joie ni tristesse. Je ressentais juste la froide satisfaction d'une équation qui s'équilibre enfin. La confrontation finale eut lieu fin novembre. L'hiver de Seattle s'était installé, apportant une pluie glaciale et incessante. J'étais dans mon domaine, assis dans la bibliothèque à lire, quand l'interphone retentit. C'était le garde de sécurité de l'entrée principale. « Monsieur Bastion, il y a une femme ici. Elle reste sous la pluie et refuse de partir. Elle dit qu'elle est votre mère. » Je fermai mon livre. « Laisse-la rester là. J'arrive. » J'ai pris un grand parapluie noir dans l'entrée et je suis sorti par la porte principale. La pluie tombait à verse, froide et mordante. J'ai marché un demi-mille le long de l'allée pavée jusqu'au massif gris en fer. Daphné se tenait de l'autre côté des barreaux. Elle était méconnaissable. Ses cheveux coûteux étaient collés à son visage. Son maquillage coulait en traînées sombres sur ses joues, et elle portait un imperméable bon marché et fin qui n'offrait aucune protection contre le déluge glacial. Elle tremblait violemment. Quand elle me vit, elle agrippa les barreaux de fer. « Bastion » sanglota-t-elle, sa voix se brisant sous le bruit de la pluie. « S'il te plaît, ouvre le portail. » Je me tenais à environ 3 pieds des barreaux, parfaitement au sec sous mon parapluie. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour ouvrir le portail. Je ne lui ai pas offert le parapluie. Je l'ai juste regardé. « Que voulez-vous » demandai-je. « Nous n'avons rien » pleura-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Corbin vit sur notre canapé. Ton père travaille de nuit dans un entrepôt. Nous avons perdu la maison. Nous avons tout perdu. S'il te plaît, Bastion, tu as tellement. Tu as prouvé ton point. Tu as gagné. Maintenant, s'il te plaît, aide ta famille. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. » Je la regardais pleurer. Je cherchais dans mon cœur toute trace persistante de pitié, le moindre petit fragment du petit garçon qui réparait son téléphone juste pour obtenir une tape sur la tête. Il n'y avait rien là. C'était complètement vide. « Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, » dis-je, ma voix coupant le bruit de la tempête. « Tu es juste désolé que la personne que tu as piétinée se soit avérée être celle qui tenait l'échelle. Bastion, s'il te plaît, je suis ta mère. » « Tu étais ma mère quand cela convenait à ton image, » répondis-je froidement. « Quand j'ai eu besoin de toi, j'étais un investissement sans valeur. Tu te souviens de ça? Parce que j'y pense chaque jour. Tu as construit ta vie sur l'idée que les gens ne valent que ce qu'ils peuvent faire pour ton statut. Eh bien, regarde mon statut maintenant. » Je fis un pas de plus vers les barreaux, regardant la femme tremblante et brisée. « Je n'ai pas de famille, Daphné. J'ai un portefeuille. Et toi? Tu es une action délistée. Je liquide ma position. Ne t'approche plus jamais de ce portail. » Je me retournai et me remis à marcher le long de la longue allée sombre. « Bastion » hurla-t-elle, secouant les lourdes grilles de fer. « Ne me laisse pas ici, Bastion. » Je ne me suis pas retourné. Je suis rentré dans ma forteresse. Les lourdes portes en bois se sont refermées derrière moi, enfermant le bruit, la pluie et le passé à l'extérieur pour toujours. La maison était incroyablement silencieuse quand je suis rentré. Le genre de silence qui ne se sent pas vide, mais plein. J'ai enlevé mon manteau mouillé, me suis versé un verre de bourbon et je suis allé dans le salon. J'ai appuyé sur un bouton au mur, et la cheminée à gaz s'est allumée avec un rugissement, projetant une lueur orange chaude et vacillante sur les parquets sombres et l'art moderne. Je me suis assis dans le lourd fauteuil en cuir, regardant par les immenses baies vitrées la tempête faire rage sur le lac noir. La pluie martelait le verre renforcé.
Mais à l'intérieur, j'étais complètement en sécurité. J'étais au chaud. J'étais intouchable. J'ai pris une longue gorgée de bourbon, sentant la brûlure dans ma poitrine. J'ai pensé au chemin qui m'avait mené à cette chaise exacte. J'ai pensé au sous-sol humide, à l'odeur des circuits brûlés, aux nuits interminables à coder jusqu'à ce que mes yeux saignent. J'ai pensé à l'humiliation cuisante dans ce restaurant grill. Le sentiment d'être rejeté par les personnes qui m'avaient mis au monde. Il m'avait enseigné une philosophie dure et impitoyable, que l'amour est conditionnel. Il croyait que l'affection devait être gagnée par le prestige, par la conformité, en s'adaptant à leurs petites cases superficielles. Pendant 28 ans, cette philosophie m'avait écrasé. Mais assis ici maintenant, écoutant le crépitement du feu, j'ai réalisé que j'avais repris leur philosophie et l'avais transformée en arme. Je leur ai appris que le respect est aussi conditionnel. On ne peut pas traiter un être humain comme des ordures pendant des décennies, puis exiger sa loyauté lorsque les ordures se transforment en or. On ne peut pas exiger une récolte d'un champ que l'on a délibérément empoisonné. Je ne l'ai plus. La haine demande de l'énergie. La haine demande un attachement émotionnel. Je regarde ma famille de la même manière que je regarde une ligne de code ratée. Je reconnais l'erreur. Je corrige le système et je passe à autre chose. Ma vie est pleine maintenant. J'ai une entreprise qui protège des millions de personnes. J'ai des collègues qui respectent mon esprit. J'ai la paix. Mais je sais qu'il y a des gens là-bas qui écoutent ceci et qui sont encore assis dans ce sous-sol. Des gens à qui on dit chaque jour qu'ils sont le plan de secours, l'enfant invisible, l'investissement sans valeur. Si vous entendez cela, comprenez une chose, leur incapacité à voir votre valeur ne diminue pas votre valeur. Parfois, la seule façon de gagner un jeu truqué est de s'en aller et de construire son propre casino. Alors, je vous laisse avec une question. Beaucoup de gens pourraient écouter cette histoire et penser que je suis allé trop loin. Ils pourraient dire que la famille, c'est la famille, que le sang est plus épais que l'eau, et que j'aurais dû leur montrer de la pitié lorsqu'ils étaient au plus bas. Ils pourraient dire qu'abandonner ma mère sous la pluie glaciale était un pas de plus vers la cruauté. Mais je crois que le prix du respect de soi n'est jamais trop élevé et que fixer une limite nécessite parfois de construire un mur d'acier pur. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi une limite en détruisant complètement leur vie et en les laissant sans rien? Ou ont-ils obtenu exactement le retour sur investissement qu'ils méritaient? Faites-moi part de votre verdict dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez trouvé un morceau de vous-même dans ces mots, ou si vous aimez simplement voir le karma servi sur un plateau d'argent, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à. Nous construisons une communauté de personnes qui refusent de rester silencieuses. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que le silence n'est pas une faiblesse. C'est le son d'un plan qui se concrétise.